Monsieur Mohamed Moussa Ainaché. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la RDHD. Je pense que votre personnalité est bien connue des Djiboutiens, surtout de leurs aînés, peut-être moins des jeunes générations qui n'ont pas connu votre rôle au sein de la RTD. En effet, juste après l'indépendance, en 1977, le président Gouled vous a demandé de prendre la direction de la RTD. Vous avez assumé cette fonction jusqu'en 1982, date à laquelle vous avez démissionné pour, je dirais, en refusant la mainmise progressive que le neveu du président Gouled voulait mettre sur les choix éditoriaux de la RTD. Depuis cette date, vous avez rejoint la France et vous continuez à combattre sans discontinuer les dérives dictatoriales du régime. Parmi vos travaux, vous avez publié dès 1999 une chronique, c'était publié sur nos sites et sur d'autres, que vous avez intitulée « La voix au chapitre ». Pendant ce temps, vous avez continué à entretenir des liens avec les différentes composantes politiques de Djibouti. Mais vous avez refusé d'adhérer à aucun parti parce que vous refusez les dérives tribales. Vous refusez le tribalisme. Aujourd'hui, vous êtes l'un des membres fondateurs de la Charte de transition démocratique et j'ai cru comprendre que vous en étiez désigné porte-parole. Ma première question est de vous demander de compléter ce bref tableau que j'ai présenté, sans trop vous étendre, et d'expliquer les raisons pour lesquelles vous vous êtes impliqué dans ce mouvement, la Charte de transition démocratique. J'ai eu la redoutable tâche et le privilège d'être le premier directeur de la radio et de la télévision de Djibouti. Je dis le privilège dans la mesure où à 3h30 avant l'heure pathétique de l'indépendance, j'ai pu prendre l'antenne de la radio-télévision de Djibouti pour dire que désormais la radio et la télévision de Djibouti va continuer et nous allons avoir une radio et une télévision nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que mon prédécesseur, qui n'a pas accepté l'indépendance, a terminé son journal télévisé du 20h en disant « Je vous ai dit adieu, c'est votre dernière radio et télévision ». Et moi qui étais à la régie, je suis rentré après lui à l'antenne et j'ai pu déclarer « Nous sommes indépendants, nous allons continuer et je promets que la radio et la télévision de Djibouti fonctionnera ». Pourquoi lui, il avait fait cette allusion de dire c'est votre radio et télévision, la fin de votre radio et télévision, c'est parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il a fait de façon obsolète pour qu'après lui, il n'y ait plus de radio et télévision. Ça, c'était l'honneur que j'ai eu de pouvoir être le premier de radio et de télévision. Le redoutable tâche, c'est parce que tout était obsolète, comme je viens d'indiquer, et il a fallu construire une radio et télévision nationale qui n'existait pratiquement pas, avec peu de moyens. Je n'ai eu pas de moyens pour pouvoir fonctionner. Juste pendant 6 mois, j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais. Merci, merci. Alors vous avez réussi à construire
cette radio-télévision djiboutienne et à la faire marcher. Et en 82, qu'est-ce qui s'est passé? Mon objectif était de faire une radio et télévision nationale où chaque Djiboutien se reconnaisse. Oui. Qu'il soit au service du peuple et non pas au service d'un régime. Alors, j'ai essayé constamment d'arriver à conjuguer cet effort avec quelques difficultés. Avec le président Hassan Bouled, on arrivait toujours à discuter et essayer d'améliorer autant que peu possible. Mais lorsque Ismaël Omar s'est senti un peu plus fort et qu'il a pris plus de poids autour des présidents, il a voulu mettre son grain de sel et a perturbé mon projet. Et là, je dis, je n'ai pas les moyens de continuer dans ces conditions et je préférais démissionner de mes fonctions et non de la fonction publique. Mais à Djibouti, les nuances n'existant pas, ils ont considéré que j'ai quitté mon travail et que je ne pouvais pas être nommé ailleurs. Si bien que je me suis trouvé dehors et ma démission a été pris acte. Voilà, c'était irréversible, donc. Irréversible, parce que c'est ce qu'ils souhaitaient pour que je puisse quitter la télévision, la radio et la télévision. En France, et dans les années 99, nous avons lancé le premier site pour défendre les prisonniers politiques qui étaient incarcérés par le régime. Et là, vous nous avez envoyé régulièrement une chronique, La Voix au chapitre. Oui. Allez-y. Depuis que j'ai eu connaissance de l'existence des sites qui travaillaient pour la liberté de l'homme à Djibouti, j'ai trouvé un lieu où je pouvais m'exprimer et apporter ma voix au chapitre, si j'ose dire. Et j'ai envoyé régulièrement donc des chroniques à chaque fois. Bon, évidemment, j'étais dans tous les combats sur le plan politique, mais comme j'ai souvent indiqué dans mes chroniques, je n'ai pas voulu être partie prenante quand le parti politique devenait plutôt tribaliste que de parti national. Très bien. Ça, on a noté que les partis avaient une préférence tribale, au moins. Bon. Alors maintenant, en ce qui concerne la charte de transition, je pense que la majorité des Djiboutiens ne sont pas au courant exactement de ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, son rôle et puis ses moyens d'action? Bien, la charte de transition que nous avons élaborée depuis très très longtemps d'ailleurs, mais en essayant de se rencontrer selon nos possibilités, a pour objet de créer quelque chose où les Djiboutiens peuvent se retrouver, que ce soit des partis politiques, des organisations ONG et des personnalités politiques. Nous avons réuni toute personne de bonne volonté qui aspire au changement. Alors, oui, si j'ai bien compris, c'est un moyen, un outil pour gérer une période de transition. Voilà, c'est un outil qu'on a mis, comme tu viens de le dire, un outil qu'on a mis en place pour que les uns et les autres se retrouvent. Nous n'avons pas élaboré tout seul, on a ouvert à toute personne de bonne volonté qui voudrait apporter son programme, sa contribution pour qu'on puisse élaborer quelque chose ensemble. Alors, on a mis
donc une charpente en disant est-ce que ceci peut vous aider à vous retrouver et à trouver votre inspiration pour pouvoir avancer pour un changement. Alors, notre objectif n'est pas seulement de dire on va remplacer Ismaël Omar, ce n'est pas un programme. Notre programme, c'est de dire voilà la charte, est-ce que vous trouvez le contenu de ce que vous souhaitez pour un changement? De préparer le changement et de préparer le terrain, je dirais, pour une vie démocratique libre. Absolument. C'est-à-dire. C'est bien ça. Il n'y a aucun tribalisme apparemment, puisque j'ai noté qu'il y avait des personnalités issues de différentes communautés. Mais vous n'avez pas tout le monde. Comment ça se fait? Ah ben là, la porte est ouverte, comme j'ai dit, on tend la main à toute personne qui souhaite nous rejoindre et apporter sa contribution. Nous n'avons pas seulement comme programme, nous sommes les meilleurs et nous remplaçons Ismaël Omar. Pour remplacer, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Nous apportons cette charte. Cette charte, tout le monde peut apporter sa contribution. Il y a déjà 5 partis politiques, des ONG, des personnalités reconnues à l'intérieur comme à l'extérieur, qui en font partie. Donc vous cherchez à regrouper, je dirais, l'ensemble de l'opposition à terme. À tous, oui. À toute l'opposition. Très bien. Alors, vous êtes, je crois, le porte-parole de cette actuellement. Comment vous voyez votre fonction? La fonction de porte-parole à l'heure actuelle, c'est de faire connaître d'abord la charte à qui de droit, c'est-à-dire aux Djiboutiens. Ensuite, à toute personne, État, organisation qui s'intéresse à notre pays. Nous avons lancé un appel, comme vous avez eu l'amabilité de publier dans votre site dernièrement, le 25 avril. Nous travaillons auprès de chacun des organisations, des partis politiques, des personnalités et autres pour essayer de les ramener vers une convergence de vues ensemble et continuer à travailler avec nous sur cette charte. S'il faut modifier, nous sommes prêts à la discuter. Pour l'instant, nous avons mis ça en place et nous proposons à tous. Très bien. Je note quand même la situation de Djibouti est particulière avec toutes ces forces étrangères qui sont prépositionnées, comme on dit, sur le territoire et qui auront une influence sur la vie politique, ne serait-ce que pour défendre leurs intérêts. Alors, pour la première fois, et je le souligne, je l'ai déjà dit, cet instrument vous donne une crédibilité. Est-ce que vous allez la faire valoir aux Américains, aux Français, aux Chinois, etc. Bien sûr. La charte a été créée, mais à l'entrée des chartes, comme vous lisez, il y a toutes les commissions possibles et imaginables que nous souhaitons pour le changement. Différentes commissions qui sont créées, la commission des affaires étrangères, commission de la santé, commission de rapprochement avec les partis politiques et autres, et chaque commission se réunit régulièrement et publie ses travaux. Alors, chacun approche là où ils sont les plus aptes à apporter l'information que nous diffusons. Bon. Mais est-ce que vous avez des contacts avec les puissances étrangères? Absolument. Nous avons délégué dans chaque pays et organisation et des pays qui représentent
présents dans notre pays, des délégués pour approcher ces différents pays. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On va publier cette interview sur nos sites. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse la parole encore une fois. Mon souhait, c'est de faire connaître au maximum la charte de transition que nous avons mis en place. D'abord, aux plus intéressés, c'est-à-dire aux Djiboutiens. Nous sommes ouverts à toute personne, organisation politique et autres et associatives de nous rejoindre. Et c'est dans ce sens-là que nous avons passé un appel le 25 avril dernier. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Niaché. Bonne journée.